Nous voici le 14 mai 1536 à la cour d'Angleterre. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous continuons notre petite chronique, notre chemin, le compte à rebours sur la chute d'Anne Boleyn et les jours qui ont précédé son exécution qui a eu lieu le 19 mai 1536 à la Tour de Londres. Donc nous avons déjà vu tous les événements qui se sont enchaînés d'une manière fulgurante. Cette chronique vidéo commence le 1er mai et si vous n'avez pas vu les premières vidéos, je vous invite à les regarder pour que vous puissiez comprendre l'enchaînement de tous ces événements. Le 14 mai, Anne Boleyn est déjà enfermée dans la Tour de Londres depuis le 2 mai avec son frère George Boleyn et 4 autres hommes qui sont accusés d'adultère et d'inceste avec elle pour son frère. On sait qu'à ce moment-là, le roi Henri VIII était tombé amoureux d'une dame de compagnie de la reine Anne Boleyn, une jeune femme qui venait de Wolfhall et dont la famille était les Seymour, c'était Jane Seymour, et il l'avait fait éloigner un temps afin qu'elle ne soit pas victime des rumeurs et qu'elle ne soit pas accusée d'être la cause de la chute d'Anne Boleyn. Alors en réalité, le roi prenait ses décisions lui-même. Ce complot qui avait été fomenté contre Anne Boleyn et ses hommes prenait de plus en plus d'ampleur, mais elle devait manquer au roi et ce jour-là, le 14 mai, eh bien, Henri VIII a demandé à ce que l'on aille chercher Jane Seymour qui avait été envoyée à la campagne un peu éloignée pour qu'elle rejoigne en fait Chelsea à Londres, un endroit vraiment très très proche du roi afin qu'il puisse profiter d'elle et la voir bien plus souvent. Alors je vous ai souvent parlé de l'ambassadeur impérial de Charles Quint, Eustache Chapuis. Il fait partie des ambassadeurs et des chroniqueurs de l'époque qui nous ont laissé des lettres envoyées à leur maître et qui sont vraiment très intéressantes, passionnantes, parce qu'elles constituent les sources premières de cette histoire. Et lorsqu'il écrivit à Charles Quint, Eustache Chapuis précisa qu'à ce moment-là, à Chelsea, eh bien Jane vivait déjà comme une reine. Elle était magnifiquement habillée et elle disposait de tout un tas de serviteurs qui s'occupaient d'elle. Alors on peut vraiment se demander si Jane Seymour était consciente de tout ce qui se passait. Il est certain qu'elle avait envie d'être la nouvelle reine d'Henri VIII. C'était pour elle une promotion extraordinaire. Elle n'était pas issue de la haute noblesse. C'était une promotion extraordinaire pour sa famille. Donc on se demande bien quels étaient ses sentiments. Elle ne devait pas être au courant de tout ce qui se passait exactement et de toutes les charges exactes dont était accusée la précédente reine. Et d'ailleurs, elle ne s'entendait pas très bien avec Anne qu'elle avait servie précédemment. Anne était très jalouse d'elle, elle avait eu des accès de colère terribles quand elle voyait que le roi se préoccupait d'elle, de Jane, et le roi d'ailleurs lui-même rappelait à Anne que son épouse précédente, la reine Catherine d'Aragon, était beaucoup plus modérée qu'elle, qu'elle était beaucoup plus posée et respectable dans le sens où elle ne disait absolument rien sur les tromperies de son mari, qui étaient chose courante à l'époque. Henri VIII a eu plusieurs maîtresses et Catherine d'Aragon s'en était accommodée dans une patience et vraiment une douceur à toute épreuve. Alors, dans ses écrits, Chapuis, qui n'aimait pourtant pas la reine Anne Boleyn, fait part à Charles Quint de sa stupéfaction sur les événements qui se déroulaient à la cour d'Angleterre à ce moment-là. On sait très bien qu'il était l'ami de Catherine d'Aragon, la première reine, qu'il aimait profondément sa fille, la princesse Marie. Et pour autant, il ne se réjouissait pas de cette chute d'Anne Boleyn et notamment des conditions dans lesquelles tout cela était orchestré. Il a même écrit une lettre datée du 18 mai 1536, c'est-à-dire la veille de l'exécution d'Anne Boleyn, où il décrit Jane Seymour comme étant de petite stature, elle n'était pas de grande beauté, il la trouvait fière et sans grand esprit, et il doutait vraiment qu'elle soit vierge, elle aussi. Donc ce n'était pas du tout un portrait élogieux de celle qui allait devenir la nouvelle reine, alors qu'il détestait la précédente. Il trouvait quand même un avantage certain à Jane Seymour, c'est qu'elle était très gentille avec la princesse Marie, la fille de Catherine d'Aragon. Et ça, c'était important pour lui parce qu'il aimait beaucoup la princesse Marie et la première reine. Et c'est vrai que Jane Seymour a essayé
d'entourer la princesse Marie, la princesse Élisabeth, après l'exécution de sa mère, d'une certaine forme d'affection, puisque toutes deux étaient orphelines et qu'en plus, après cela, le roi Henri VIII les a déclarées bâtardes, puisque les précédents mariages avec leur mère, celui de Catherine d'Aragon et celui d'Anne Boleyn, avaient été déclarés nuls et invalides, et par conséquent, cela faisait de ces deux petites filles des bâtardes et elles n'étaient plus héritières légitimes au trône. Alors malgré cela, les relations de la princesse Marie avec son père Henri VIII ne se sont pas améliorées parce que la princesse Marie refusait de reconnaître ce statut de princesse illégitime, de bâtarde. Elle refusait de reconnaître le statut de son père qui s'était déclaré chef suprême de l'Église d'Angleterre, faisant fi de l'autorité du pape. Elle était une fervente catholique comme sa mère et elle ne pouvait pas reconnaître que le mariage de ses parents n'avait pas existé, qu'elle était illégitime et que son père était le chef suprême de l'Église d'Angleterre. Donc Henri VIII a été d'une dureté effroyable avec elle, il refusa qu'elle revînt à la cour tant qu'elle ne s'était pas soumise à lui, et Marie en était tombée vraiment très très malade parce que c'était un cas de conscience pour elle, et Chapuis l'engageait à accepter de reconnaître tout cela pour sauver sa vie, puisqu'Henri VIII a quand même été proche de faire éliminer sa fille, puisqu'elle lui tenait tête. Alors, lorsque la princesse Marie, pour sauver sa vie, a accepté de signer un acte qui reconnaissait que le mariage de ses parents était nul et invalide, et que finalement elle était une fille, une princesse bâtarde, non reconnue, et qu'elle reconnaissait son père comme chef suprême de l'Église d'Angleterre, eh bien Henri VIII a accepté qu'elle revienne à la cour et l'a traitée comme sa véritable fille aimée. C'était donc là encore une période très dure et nous reparlerons du rapport de la princesse Marie avec son père dans d'autres vidéos. Et bien voilà pour aujourd'hui, nous terminons notre petite chronique. Je vous dis à demain pour la suite des événements.